Un débat très très politique ce soir, débat consacré au combat en faveur des animaux. Est-ce que ce combat s'oppose à la cause humaine? Est-ce que s'intéresser aux animaux revient à minorer les droits humains? Est-ce que valoriser les droits des animaux, repenser les hiérarchies avec eux, est-ce nécessairement dévaloriser les êtres humains, leur singularité supposée? Doit-on placer les animaux et les êtres humains sur un même plan moral pour fonder un système plus respectueux des intérêts de chacun? Trois invités ce soir pour en débattre. Victor Durand-Lepeuch, bonsoir. Bonsoir, quand on l'a fait. Vous êtes créateur du podcast intitulé Comme un poisson dans l'eau. Vous venez par ailleurs de publier aux éditions de l'Atelier un ouvrage intitulé En finir avec les idées fausses sur l'antispécisme. On définira ce terme d'antispécisme. À vos côtés, Réjeanne Sénac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche CNRS au CEVIPOF et enseignante à Sciences Po. Vous avez publié Par effraction, rendre visible la question animale. C'est chez Stock et Philosophie Magazine cette année. Et l'an dernier, au Seuil, aux éditions Libelle, Comme si nous étions des animaux. Face à vous, Ariane Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et philosophe à Philosophie Magazine. Vous avez publié L'imposture antispécisme. C'était en 2020 chez Desclés de Brouwer. Merci à vous trois d'être présents ce soir dans Question du soir. Si on commence à penser aux animaux, on s'en sort pas en fait. J'ai bien vu que les animaux c'était des objets là-bas. C'est évident le nombre qu'on manipule, comment on les trie. On a forcément de temps en temps un poussin ou deux qui vont tomber par terre. Et en fait en fin de matinée, on va nettoyer toute la salle. Au jet, on passe le balai, etc. Et vraiment, c'est des poussins, on les prend à la balayette, on les met dans le seau, puis ça part à la broyeuse, quoi. On a besoin de ce détachement-là pour travailler dans ce milieu-là. Et on a une espèce de double standard, vraiment. Je me rappelle dans un autre couloir où j'ai travaillé, là c'était pour le foie gras, où vraiment, concrètement, on passe nos fins de matinée à broyer des canetons femelles. Et à la pause de midi, on a des gens qui parlent de leur chat. Ah oui, mais ça me fait mal au cœur quand même quand ils sortent dans le jardin et qu'ils tuent des oiseaux. Et waouh, enfin, voilà, la petite mésange sur la terrasse, c'est ok, mais vraiment les canetons qu'on broie par milliers tous les matins, on n'y pense même pas. Extrait de la série documentaire signée Pauline Chanu, réalisée par Clémence Grosse, une série intitulée Le monde après le spécisme. Alors ce terme-là, spécisme et son acolyte, l'antispécisme, on va beaucoup les employer dans cette émission. Il faut peut-être commencer par les définir, Victor Durand-Lepeuch. Qu'est-ce que le spécisme et qu'est-ce que l'antispécisme ? Le spécisme, c'est le système d'oppression des autres animaux. C'est-à-dire, c'est le système social qui organise la domination des humains sur tous les individus d'autres espèces. Et c'est ce système qui explique qu'on, massivement, en fait, on parle de milliards d'individus, on s'approprie leur corps, on les élève ou on les pêche, on les met à mort, on prend leur peau pour en faire des vêtements, on expérimente sur leur corps, on les force à travailler pour nous divertir. Enfin voilà, la liste pourrait être longue de toutes les façons qu'on a de s'approprier le corps des autres animaux, mais tout ça participe d'un même système qui est le spécisme. Et donc, tout simplement, l'antispécisme, c'est ce qui s'oppose à ce système-là, qui le dénonce et qui le combat. Est-ce qu'il y a, Réjeanne Sénac, dans l'antispécisme en creux, une forme de critique de ce que l'on appelle couramment l'humanisme ? La pensée humaniste en général ? Non. Ce qu'il y a comme critique, c'est la critique d'une domination de l'espèce humaine sur les autres espèces animales, puisque je suis au regret de vous apprendre que nous sommes aussi des animaux. Et donc la critique qui est faite, c'est la critique, et on l'a très bien entendu dans l'extrait, la critique d'une violence qui va jusqu'au sacrifice des animaux non humains, au nom d'une supériorité qu'on associe souvent au logos, la capacité de parler et de raisonner des animaux humains contre les animaux non humains. Donc, je trouve que cette opposition qui est assez intéressante, mais très caricaturale, de dire remettre en cause une humanité qui est en réalité une humanité mortifère et morbide, qui s'arroge le pouvoir de tuer ou de laisser vivre les autres animaux, serait remettre en cause l'humanisme. Non, si l'humanisme, historiquement, on l'associe avec la Renaissance, avec le questionnement sur, justement, comment on utilise notre raison pour faire le moins de tort possible et pour pouvoir, avec une démarche qu'on peut qualifier de kantienne, pouvoir universaliser nos comportements.
dans ce versant-là de l'humanisme, on est au contraire dans une manière de se réapproprier ces principes qu'on a associés uniquement dans un premier temps aux humains, quoique il y a toujours eu, parmi les penseurs, parmi les militants, un questionnement sur la cohérence d'exclure les autres animaux ou tout groupe humain qu'on a animalisé, parce que ça c'est intéressant aussi. Donc moi je trouve que cette caricature de dire qu'on aurait à choisir entre les intérêts des humains et les intérêts des animaux est une caricature qui ne prend pas en compte le fait que le propre de l'homme a toujours été questionné et c'est toujours un processus de réflexion et de mouvement. Et c'est en ça, sans doute, qu'on est des humains en mouvement vers une société toujours plus juste et plus heureuse, si on souhaite aller vers là. Est-ce que vous êtes d'accord, Irène Nicolas, qu'il n'y a pas dans l'antispécisme une forme quand même de remise en cause de l'humanisme qui tout de même est une pensée qui place en son centre l'être humain et l'être humain seulement? Mais c'est un des paradoxes de l'antispécisme, c'est-à-dire de revendiquer au nom d'une égalité supposée, en même temps la supériorité morale des humains, puisque nous sommes les seuls à être responsables et à pouvoir prendre soin des animaux. Évidemment, la réciproque n'est pas possible. Nous avons ce logos qui peut être jugé effectivement oppressant, mais de fait, nous sommes les seuls à pouvoir ne serait-ce qu'avoir ce débat autour de cette table sur cette question. La question d'antispécisme, en fait, je pense qu'elle questionne le rapport en fait à l'idéologie. On peut se demander si c'est une philosophie, si c'est une théorie. Pour moi, c'est une idéologie dans le sens où elle part d'une idée, et Arendt définit l'idéologie comme la logique d'une idée. L'idée étant que tous les animaux, humains compris, devraient avoir la même considération morale, eu égard éventuellement à quelques différences selon les individus, mais qu'il n'y a pas de critères discriminants qui pourraient justifier des traitements qui seraient différenciés. Or, à partir du moment où on pose cette seule idée, on voit que le système intégral sur lequel repose notre système politique aujourd'hui, il est mis en cause. Et ça pose selon moi la question du rapport entre la morale et la justice, ou dit autrement, entre la morale et le politique. On peut effectivement considérer que d'un point de vue moral, il y a des choses qu'on fait aux animaux qui sont évidemment absolument intolérables. Est-ce que ça veut dire qu'il doit y avoir une traduction parfaite, une translation parfaite, et je dirais presque puriste, dans le domaine politique? Il me semble que non, et c'est là qu'on tombe dans l'idéologie si on pense que oui. Vous êtes d'accord, Victor Lepeuch, avec Réjeanne Sénac, quand elle explique que dans l'antispécisme, au fond, on ne remet pas en cause l'idée humanisme, il n'y a pas de distinction formelle entre l'humanisme et l'antispécisme, c'est une continuité? Peut-être pour éclairer la discussion, on peut faire une distinction, parce que humanisme, il y a un peu une ambivalence. Il y a à la fois la tradition dont Réjeanne Sénac a parlé, l'héritage des Lumières, on peut dire ça, la conquête de droits égaux, de l'égalité en fait entre les humains. La tradition philosophique. Exactement. Et ça, en fait, l'antispécisme s'inscrit tout à fait en continuité dans cette tradition-là et appelle même à aller plus loin. Et il y a un autre aspect de l'humanisme historique qui est le suprémacisme humain, c'est-à-dire cette affirmation de l'exceptionnalisme de l'humanité, de la supériorité des humains sur les autres animaux. Et historiquement, les deux sont venus ensemble. Et ce qu'appelle à faire l'antispécisme, c'est à déjà faire cette distinction et dire ce présupposé implicite qu'on a toujours, que pour fonder l'égalité humaine, on aurait besoin de cette exclusion fondamentale, c'est-à-dire on aurait besoin de s'affirmer nous, ensemble supérieurs, pour pouvoir se déclarer et se proclamer égaux. Et en fait, il y a cette inquiétude souvent face à l'antispécisme de dire « Ah, mais il y a un risque de fragilisation des droits humains ». Et on aurait besoin de maintenir en quelque sorte cette frontière, ce socle de l'égalité, pour être sûr de ne pas fragiliser l'égalité humaine. Et en fait, on peut tout à fait obtenir l'égalité sans le spécisme. Et je dirais même, en fait, on ne peut obtenir l'égalité réellement universelle que sans le spécisme, que sans le suprémacisme humain. Je pense que c'est un peu proclamer l'égalité entre les humains seulement. C'est un peu le même geste qui a été celui pendant la Révolution française de dire on va proclamer l'égalité entre les hommes. Mais en fait, entre les hommes, à l'exclusion des femmes. Et à l'exclusion en fait des pauvres, parce qu'il y avait le suffrage censitaire. Mais il y avait une proclamation d'égalité qui se prétendait universelle et qui en fait, dans les faits, quand on va regarder, ne l'était pas parce qu'elle excluait tout un ensemble d'autres individus. Et là, c'est ce que fait l'égalité humaine dans l'humanisme, c'est d'exclure tout un tas d'autres individus qui ont pourtant aussi des intérêts. Toute la question, me semble-t-il, c'est la façon de bâtir, de construire cette égalité. L'humanisme suppose une chose, au fond, sont égaux les individus qui appartiennent à une même espèce, en l'occurrence l'espèce humaine. Comment justement l'antispécisme, Réjeanne Sénac, tente de dépasser cette question de l'espèce? Comment poser l'égalité entre l'humain et l'animal?
Alors, À partir de quels critères, si je puis je dire? trouve que c'est très intéressant notre discussion parce que c'est une discussion sur c'est quoi l'égalité en fait? Absolument. L'égalité politique, c'est quoi? Et on voit bien que là, il y a quand même des confusions, hein, de la même manière que le terme d'humanisme est très ambivalent. Et merci à Victor Durand-Lepage de l'avoir précisé un peu la polysémie, hein, qui nous permet pas souvent d'avoir une discussion un peu sereine et en tout cas sur les mêmes sujets. On ne parle pas forcément des mêmes sujets. De la même manière, l'égalité, dans la bouche de certains ou certaines, et c'est assez étrange, c'est le fait de traiter de la même manière des situations différentes. C'est pas ça l'égalité. L'égalité, c'est un horizon politique pour tendre vers des rapports qui ne soient plus des rapports de domination, en tenant compte justement du fait que on est dans des situations différentes, mais même entre humains. Et donc, l'égalité, c'est un pari, c'est un défi, c'est un horizon qui justifie le fait, par exemple, de mettre en place à la fois un droit, l'égalité devant la loi, mais aussi des mesures d'action positive pour tenir compte des différences territoriales, des différences de capitaux sociaux. Enfin, voilà, et ça fait partie. C'est au nom de l'égalité qu'on met en place, par exemple, les zones d'éducation prioritaire qui sont devenues les REP. Enfin, donc, et c'est pas nouveau. Condorcet l'expliquait déjà dans la mémoire de l'instruction publique. On va pas. L'enjeu, c'est de faire de tout le monde des citoyens en capacité d'être autonomes. Mais sur l'égalité entre les humains, on comprend bien. Mais justement, comment dépasser ce cadre-là, cadre de l'espèce? Pourquoi je vais un peu en profondeur sur notre rapport à l'égalité? C'est que là, vous voyez, vous trouvez ça, vous dites, je comprends bien. Donc, et pourquoi ça serait beaucoup plus compliqué de se dire qu'on va prendre en compte, comme c'est déjà mentionné dans l'article L214 du Code rural depuis 1976, on va tenir compte des impératifs différents de chaque espèce, des besoins de chaque espèce. La vie est beaucoup plus compliquée quand on tient compte des différences de situation, quand on intègre les femmes dans la communauté politique, quand on intègre les personnes racisées. La vie est beaucoup plus compliquée. Mais c'est aussi un horizon beaucoup plus intéressant sur la condition de l'homme moderne. Arendt a été citée. On voit bien qu'Arendt, elle associe la condition de l'homme moderne aux besoins d'autrui, au fait d'intégrer autrui. L'antispécisme dit quoi? Dit, en fait, on va intégrer dans notre communauté, et pas seulement dans notre communauté morale, mais aussi dans notre communauté politique. Et ça veut dire quoi, qu'on l'intègre dans la communauté politique? Ça veut dire qu'on va se demander comment on arbitre sur notre mode d'organisation politique, économique, en tenant compte aussi de l'intérêt des autres espèces. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre tout au même niveau, mais qu'on va faire en sorte de ne pas uniquement percevoir les autres espèces, soit comme des biens, des ressources, ou soit comme des nuisibles, mais qu'on va essayer de cohabiter en tenant compte des différents intérêts, comme on le fait entre groupes humains. Ariane Nicolas, une réaction sur la façon dont on peut aller ou non au-delà de l'espèce pour créer des formes d'égalité et tenter d'intégrer les animaux à notre communauté morale et politique? Alors, qu'il faille des droits supplémentaires aux animaux par rapport à aujourd'hui, pour les animaux, c'est évident. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des carences et des scandales. Et les associations animalistes font un travail qui est assez remarquable, justement, pour le dénoncer. Donc, je tiens quand même à préciser ça. On n'a pas parlé encore du critère qui permet de considérer où commence l'égalité, on va dire, réelle, potentielle, entre des individus, quelles que soient les espèces. Le critère que les antispécistes retiennent, c'est celui de la souffrance. Ils appellent ça la sentience, c'est-à-dire une capacité de sentir et d'avoir une forme de conscience minimale de son état. C'est un peu plus que la souffrance, c'est la conscience de la souffrance. Voilà, c'est ça. Alors, puisque aujourd'hui on a des débats sur l'intelligence artificielle, si un jour on dit que un ordinateur pourrait se mettre à souffrir, il faudrait que quand même il y ait cette réflexivité, cette sorte de petite conscience de soi qu'ont effectivement certains animaux, mais qu'ils n'ont pas tous. Ça, c'est à mon sens, et au sens des gens qui sont plutôt critiques de l'antispécisme, un critère qui, en tout cas, n'arrive pas à être justifié. Si vous voulez, il est posé là, mais pourquoi la souffrance plutôt qu'autre chose? Et ça pose la question, en fait, d'une manière générale, de l'association politique. Pour revenir un peu à la philopolitique, notamment contractualiste, qui est celle dans laquelle moi je m'inscris, l'idée, c'est pas de savoir pourquoi, au XVIIe siècle, on se demandait pourquoi les humains ont fait société. Et en fait, au XXe siècle, notamment un philosophe qui s'appelle John Rawls, qui a pensé la théorie de la justice, s'est dit, d'accord, qu'est-ce qu'on va aussi essayer il veut comprendre aussi dans quel but on fait une association pour
concilier, selon lui, la liberté et l'égalité, qui est le grand problème de toute société. Il y a 3 critères, en fait, qu'il va retenir et qu'on peut utiliser pour dire qu'effectivement, c'est entre humains et seulement entre humains que cette communauté politique, elle peut être créée. Le premier critère, c'est le fait qu'il y ait des biens. Les humains s'associent en vue de partager des biens sociaux, de les allouer. L'école, l'hôpital, les routes, par exemple, qui sont évidemment pas du tout utilisées de la même manière par les humains et les autres animaux. Le second critère, c'est la question plutôt de la répartition des charges politiques. Vous faites une communauté politique parce que vous partez du principe que vous pouvez être à la fois, ce que disait Aristote d'ailleurs déjà, gouvernant et gouverné. Ça suppose qu'il y ait une reconnaissance possible, une identification entre les parties prenantes qui ont contracté et qui ont en fait le statut de citoyen, pour être très concret. Et puis la troisième chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a tout simplement une communauté sexuelle, c'est-à-dire que les humains se reproduisent entre eux, ne peuvent pas se reproduire avec d'autres espèces. Ce qui veut dire qu'il y a une forme d'historicité dans les sociétés humaines, une conscience d'une mémoire, d'un héritage et une projection vers l'avant que les humains font entre eux et uniquement entre eux. Je reviens un instant, Victor Lepoche, sur ce que disait Ariane Nicolas au début de son intervention. Pourquoi choisir la sentience, c'est-à-dire, si je résume à grands traits, la conscience de sa propre souffrance? Pourquoi choisir ce critère-là, justement, pour déterminer les bases, les fondements d'une égalité entre les humains et les animaux? Peut-être un premier point qu'on peut poser, c'est que il n'y a pas de bons arguments pour justifier de le restreindre à l'espèce. Malgré tout ce que vous avez déroulé, Ariane Nicolas, en fait, on voit que ressortent dans votre discours des critères qui sont complètement arbitraires et qui ne justifient pas du tout de restreindre la communauté morale, par exemple, aux gens avec qui on peut se reproduire en tant qu'espèce. En fait, ça n'a pas de sens de s'en tenir à ça. Je parle de communauté politique, justement. Mais oui, morale et politique, moi je ne fais pas la différence. En fait, la politique peut être la prolongation de la morale. Et en fait, c'est juste comment on vit ensemble, les intérêts de qui on prend en compte. Il n'y a pas de raison de restreindre ça à des gens avec qui on veut se reproduire ou on peut. Enfin, ça n'a pas de sens. Et c'est tout ce que porte l'antispécisme, c'est déjà de dire tous les arguments qu'on nous a donnés dans la philosophie humaniste de restriction, finalement, d'exclusion des autres animaux et de restriction de la communauté politique, de la communauté de l'égalité seulement entre les humains, ne tiennent pas. Parce qu'en fait, c'est à peu près du même ordre que si on faisait communauté seulement entre les hommes ou seulement entre les gens nés un mardi. Enfin, alors pourquoi la sentience? Et donc, quand on se pose la question, une fois qu'on a dépassé ça, une fois qu'on a dépassé le spécisme, quels sont les intérêts qu'il faut prendre en compte dans ce monde? Qui sont les personnes qu'on doit prendre en considération? En fait, il n'y a pas d'autres critères à trouver que là où sont les intérêts. Et c'est là, en fait, vous avez dit, il n'y a pas de bons arguments pour justifier que le critère de sentience est cet aspect très fondamental quand on se pose cette question-là. Mais en fait, si, c'est cet argument-là qui explique ça. C'est que quand on est sentient, on a une vie subjective consciente. On peut avoir non pas seulement des souffrances, mais aussi des plaisirs. Je veux dire, on voit, malheureusement, les autres animaux souffrent énormément du fait du système atroce qui les approprie. Mais en fait, on appelle aussi à un monde où on prend en compte les plaisirs de tout le monde et on leur donne beaucoup plus de plaisir, où voilà, on puisse créer les conditions de l'épanouissement d'une vie ensemble qui soit égalitaire, justement, émancipatrice. Donc, il n'y a pas du tout d'emphase exclusive sur la souffrance. En fait, c'est juste que la sentience, c'est la condition même de possibilité d'existence des intérêts. Et c'est pour ça, en fait, que quand un être est sentient, il compte, on peut lui faire du mal ou du bien. En fait, c'est à partir de ce moment-là, quand les êtres sont sentients, qu'on se pose des questions morales et politiques à leur égard et dans nos interactions avec eux. Ce n'est pas le cas des êtres non sentients de ce monde. Et c'est pour ça que ce n'est pas juste le décalage d'une frontière, c'est vraiment refonder l'égalité sur un critère qui, lui, n'est plus basé sur une exclusion, qui prend en compte tous les intérêts de ce monde. On peut très bien une réaction courte, Ariane Nicolas. Oui, juste, on peut très bien penser, par exemple, que les arbres, les cailloux, les rivières peuvent avoir des droits au même titre que les animaux et les humains. Dans certaines sociétés, c'est le cas. Mais ils ne sont pas sentients. Non, mais justement. D'où l'idée que pour moi, ça n'est pas le critère ultime. On peut leur reconnaître des droits, et on reconnaît d'ailleurs des droits à certains écosystèmes, certains communs, mais pour autant, on va prendre en compte un droit à ne pas être détruit, mais avant tout d'ailleurs dans une logique très anthropocentrée de préserver des ressources, alors que reconnaître à des individus la capacité d'avoir un intérêt à développer leur vie, ça nous amène à avoir une égalité de considération des intérêts, à pas les traiter de la même manière que les autres types d'individus. Mais donc là, c'est pas du tout un argument. Est-ce que vous croyez peut-être être un argument par l'absurde? Ne l'est absolument pas. C'est pas un hasard d'ailleurs qu'on se pose des questions aujourd'hui, aussi bien pour ce qu'on appelle le droit de la nature que le droit des animaux non humains,
Parce que c'est une manière de se dire, on a été dans une logique, la modernité quand même occidentale a été dans une logique qui nous mène d'ailleurs à notre perte, puisque nous avons détruit les ressources, tout ce que nous considérions comme des ressources qui étaient en réalité des écosystèmes, des animaux, et tout était transformé, réifié, transformé en objet. Et qu'on apprenne à être humblement humain dans une réflexion critique de comment les humains ont en effet une responsabilité à se demander comment est-ce qu'ils peuvent vivre en relation, parce que c'est l'idée de comment est-ce qu'on est en relation avec, en particulier, les autres individus. Et moi, ce qui me marque dans le discours de ceux qui crient à l'imposture vis-à-vis des antispécistes, en particulier dans votre discours, vous allez citer des grands auteurs avec une vision tellement rigide et tellement conservatrice, c'est-à-dire que le rapport scientifique aux interrogations, c'est toujours un mouvement. Et il y a une conversation scientifique, il y a une conversation politique. Et aussi bien le contrat social que la théorie de la justice de Rawls vivent par les critiques, par les déplacements. Le contrat social a été critiqué comme ayant exclu les femmes à travers le contrat sexuel, comme ayant exclu les personnes racisées, le contrat racial de Mills. De la même manière, Rawls a été beaucoup discuté sur tous ces angles morts. Donc en effet, nous poser comme ça des typologies, comme si c'était des typologies éminemment fermées, c'est ne pas comprendre que justement la vie, et c'est dans le mouvement, aussi bien le mouvement intellectuel que politique. Comme vous êtes mise en cause, Ariane Nicolas, je vous laisse répondre brièvement tout de même, parce que je voudrais qu'on avance. Il y a encore beaucoup de questions, notamment le sujet de la singularité humaine. Oui, écoutez, moi je me demande ce qui est la notion d'ouverture ou de fermeture dans une société antispéciste, où par définition, ce serait le règne de l'interdit. On n'aurait plus le droit de boire du lait, de manger des œufs, de porter du cuir, d'acheter du miel, d'avoir... Alors il y a évidemment différents types d'antispécisme. Il y a plusieurs chapelles. Ça, c'est le véganisme que vous décrivez là. Non, non, pas du tout. Justement, moi, ce que je dis d'ailleurs dans mon livre, c'est que les véganes sont des personnes qui ont des comportements qui sont d'ordre privé. Donc je n'ai absolument rien à dire sur les véganes. Pour moi, ils font ce qu'ils veulent et très bien. Ça fait partie du libéralisme politique, moi, dont je me revendique, qui est justement, comme dit Rawls, je suis désolée d'en revenir, ce n'est pas un argument d'autorité, mais c'est quand même ma filiation, donc je suis obligée de le citer, c'est la défense d'une pluralité des conceptions du bien. C'est-à-dire que pour les véganes, effectivement, il y a cette volonté de faire le bien, de le pratiquer au quotidien en étant, d'une certaine manière, antispéciste, mais on peut aussi considérer qu'en démocratie, dans une démocratie libérale telle que la nôtre, il y a d'autres conceptions du bien qui doivent pouvoir coexister. Et je pense que c'est par cette démocratie libérale que cette existence, cette coexistence est possible et qu'elle ne le serait pas dans une société antispéciste. Je voudrais qu'on en vienne un instant à cette question que beaucoup se posent lorsqu'on aborde le sujet de l'antispécisme, la question de la singularité humaine. On nous enseigne dès la philosophie en terminale que l'être humain a une spécificité, le logos, on l'a évoqué, c'est-à-dire le langage qui permet d'accéder à une forme de raison et donc de raisonnement et donc de communauté politique à travers la discussion. Comment, Victor Durand-Lepeuch, les antispécistes aborde justement cette question de la singularité humaine? Est-ce que même ils la remettent en cause? Ils la remettent en partie en cause, notamment parce que la plupart des arguments, des critères, des propres de l'homme qui ont été brandis finalement pour continuer de maintenir les autres animaux dans cet état d'infériorité, dans ce néant moral, pour pouvoir leur faire les pires violences, du coup il a fallu créer des discours, les discours en fait humanistes au sens suprémaciste humain, et donc tous ces critères ont été brandis pour légitimer ou venir justifier une supériorité humaine. Et il y a un peu deux angles de réponse dans l'antispécisme. Il y a déjà de souvent montrer juste qu'on a mal fait le travail quand on a pensé que la plupart de ces critères étaient exclusivement réservés aux humains et seraient le propre de l'humanité. On ne cesse de découvrir à quel point les autres animaux font preuve de tout ce qu'on leur pensait absent finalement. Et de langage, dans la capacité de faire société. D'agentivité, de conscience, de capacité à souffrir, de capacité à créer des liens sociaux. Les poissons font des mathématiques. Et puis, à chaque fois, on ne choisit évidemment que les critères qui nous placent en haut de la hiérarchie qu'on est en train de créer par ce discours. Et on ne parle jamais de tout ce que les autres animaux, dans leur extrême diversité, parce que c'est un nombre d'individus incroyables, sont capables de faire et qu'on n'est parfois, nous, pas capables de faire. Donc, il faut voir comment ça s'inscrit dans un discours d'instrumentalisation finalement de différences, mais les différences sont innombrables, et de faire de certaines différences sélectionnées des signes d'une hiérarchie
qui serait en fait une hiérarchie de nature, d'essence, qui viendrait légitimer l'idée qu'en fait on n'arrive pas à prouver, mais que l'humain aurait quelque chose de supérieur, et surtout quelque chose de supérieur qui viendrait légitimer un système de domination d'une violence incroyable. C'est-à-dire, quelques humains, en fait, sont capables de créer le Taj Mahal ou de faire de la poésie, et donc, nous avons le droit d'asservir des milliards d'individus qui ne sont pas de notre espèce. Et l'antispécisme vient dire des choses des fois assez simples, de dire cette histoire de Taj Mahal et de poésie ne vient en aucun cas et à aucun moment légitimer la domination, l'oppression. C'est pas parce qu'on fait montre de prouesse dans un certain domaine qu'on a le droit de venir violenter, s'approprier les corps d'autres catégories d'individus. Régène Sénac, sur cette question de la singularité humaine, comment est-ce que vous l'abordez vous-même ? Alors peut-être juste par rapport pour rebondir sur la définition de notre vivre ensemble, justement, et qui est-ce que ça fait partie du propre de l'homme ou pas ? En tout cas, le propre de l'homme, on l'a justement mis dans la distinction entre le juste et l'injuste. Donc pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est justement cette idée que... Ce que disait Ariane Nicolas. Ariane Nicolas, sur le propre de l'homme, ça serait d'être un animal politique, pour reprendre Aristote. Donc, avec cette idée que les animaux non humains peuvent vivre en collectivité, mais que nous, on est les seuls, pas seulement pour faire de la poésie et de l'architecture, mais à distinguer le juste et l'injuste. Donc ça, déjà, on peut le remettre en cause. Mais si on reste là-dessus, et ça, c'est très intéressant, si on reste là-dessus, moi, je trouve que l'enjeu, il n'est pas seulement de dire on fait tout ce qu'on veut, on a des conceptions du bien différents, et donc il y aura des véganes, il y aura des carnistes, et tout ça est équivalent. Non, justement, le propre de l'homme, si on reste sur une filiation historique, c'est justement de se situer dans une société politique où il y a un cadrage, et la démocratie libérale, c'est ça, où il y a un cadrage sur les droits fondamentaux et ceux qu'on considère comme justes. On n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut dans une démocratie libérale. Le racisme est un délit, et justement le fait de mettre à mort, de sacrifier, pour reprendre Derrida, le carno-phallocentrisme, par contre, c'est une mise à mort qui n'est pas un crime. Et donc là, en disant on fait ce qu'on veut, on est vegan ou carniste, c'est cette idée qu'on reste dans ce cadrage, qui est un cadrage idéologique, qui est un cadrage idéologique, qui fonde un système politique, économique sur un cadrage idéologique de la supériorité humaine, qui justifie ce type de rapport. Et donc là, on sort du juste et de l'injuste, notre rapport aux animaux des autres espèces. Et on le met que sur une versant morale. Moi, ce que je trouve très intéressant, et là, on est dans la singularité humaine, si on veut assumer cette singularité, assumons-la dans cette logique. C'est la responsabilité pour vous. C'est une manière de dire, c'est un peu facile de dire... Alors nous, on est singulier, on est exceptionnel, on est dans le juste et l'injuste, c'est exactement ce qui nous définit, mais par contre... c'est tellement inconfortable de se dire qu'on va l'appliquer pour les autres espèces que non, là, on reste sur une logique morale, éthique, qui ne dérange pas et qui n'est pas inconfortable. Moi, j'ai fait une enquête, j'ai interviewé des responsables d'associations et des activistes, et puis j'ai suivi des actions de rue en particulier. C'est très intéressant parce que là, on a l'impression d'être dans des logiques très binaires. Ce n'est pas vrai. Moi, quand je suis des actions de rue, qu'est-ce que je vois d'L214 en Animals for the Voiceless ? Je vois des personnes qui disent, quand on leur demande « vous êtes spéciste », quand elles comprennent ce que ça veut dire, elles disent « mais en fait, oui, je sais que c'est beaucoup de violence, que je participe à de la violence. Si je prenais le temps de réfléchir, peut-être que je changerais, mais je suis spectateur, je suis un connard banal. » Ça veut dire quoi quand même ? Ça veut dire que là, on est dans une phase paradoxale. C'est une vraie citation là, que vous donnez. C'est une vraie citation. C'est une vraie citation. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand même qu'on est dans une phase de transition où il y a en effet certains qui veulent défendre un ordre de reproduction de cette domination, mais qu'il y a quand même une grande majorité de la population qui se sent mal à l'aise avec ce qu'ils vivent quand même comme une incohérence, et pas que morale, une incohérence aussi politique. Ariane Nicolas, sur cette question justement importante me semble-t-il, est-ce que la singularité humaine que l'on décrit en creux malgré nous, est-ce qu'elle n'engage pas tout de même une responsabilité à l'égard des autres êtres vivants qui peuplent la planète ?
Bien sûr que si, effectivement. Je suis d'accord avec vous. Après, il faut faire attention quand on parle de singularité, on parle tout de suite, on pense à hiérarchie. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément meilleur, ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus. Et Rousseau le dit très bien, parce qu'on est des êtres perfectibles, on peut aussi, comme il dit, parfois tomber plus bas que la bête. C'est-à-dire qu'on a une plasticité et morale et sentimentale, etc., qui fait que, contrairement aux animaux, on est rarement égaux à nous-mêmes et on est capable du meilleur comme du pire. C'est un peu un truisme de le dire, mais il faut le rappeler quand même. Donc moi, je ne défends pas du tout la supériorité, même par rapport aux autres animaux. En revanche, l'idée que nous soyons radicalement différents, c'est vrai. Et il y a un critère qui me semble tout bête, enfin, c'est le critère qui est biologique, qu'on a du mal à forcément à intégrer, mais il y a quand même des vérités biologiques sur la façon dont on est constitué, qui font que nous sommes une espèce quand même tout à fait singulière. Je rappelle que, par exemple, Sapiens descend d'Erectus, et qu'une des choses qui sont vraiment marquantes pour l'espèce, c'est que nous avons certes la station debout, mais nous avons surtout la capacité à la fois de marcher très longtemps et de courir. Ce que les autres animaux ne font pas. Nous sommes une espèce qui est voyageuse, la seule qui est présente sur les 5 continents. Et en fait, ce qui me semble important de rappeler, c'est que on ne va pas trouver le propre de l'homme, comme on disait il y a quelques décennies encore. C'est un piège. Il y a des singularités humaines qui, en mosaïque, constituent une espèce qui est extrêmement complexe, extrêmement diverse et différente des autres espèces animales. Mais comme les chevaux sont différents de nous, ça marche dans les deux sens. Mais qu'est-ce que cette singularité implique alors politiquement à l'égard justement des animaux, de ces autres êtres non humains? Les animaux non humains, pour reprendre l'expression antispéciste. L'être humain, les êtres humains sont dans un paradoxe, c'est-à-dire c'est à la fois des êtres de nature, mais qui sont par nature des êtres de culture. Ça aussi, c'est une forme de propre de l'humain, c'est-à-dire évidemment qu'il y a des sociétés animales, etc., mais avec un raffinement, avec un développement et une intellectualité qui n'a rien à voir avec celle des autres animaux. Ce que ça veut dire d'un point de vue politique, c'est qu'il y a des droits naturels et il y a des droits positifs, c'est-à-dire des droits conventionnels, c'est-à-dire que les humains ont la responsabilité d'organiser, y compris avec les animaux, une communauté politique de bonne entente et de respect. Je pense en fait de codépendance entre les humains et les animaux ou les autres animaux, mais que ces droits ne sont pas inaliénables, ils ne sont pas opposables, ils sont conventionnels et peuvent être relatifs selon les sociétés humaines également. Je voudrais qu'on aborde, Victor Durand-Lepeuch, la question du projet de société de l'antispécisme. On le comprend, l'antispécisme ne concerne pas simplement la relation stricte entre les animaux non humains et les autres, mais c'est un projet plus global, plus général. Qu'est-ce que le projet politique de l'antispécisme? Quelle est la vision de société de l'antispécisme? Est-ce que je peux rebondir rapidement sur Absolument, ce qui a été bien dit sûr, oui. parce que je vois un glissement dans votre discours de « Ah, on ne peut pas fonder la hiérarchie ». Donc, on se rabat sur un discours de la différence. C'est quelque chose qu'on connaît très bien, les antispécistes, qui s'est passé pour d'autres systèmes de domination. C'est la version édulcorée de l'affirmation d'une différence d'essence qui vient, in fine, repointer dans la direction de la conclusion à laquelle vous voulez arriver, qui est pas égaux, en fait. Différents, donc pas égaux. C'est un peu ce qui ressort de votre discours. Mais vous revenez sur des différences qui ne fondent pas cette inégalité. Et c'est ça, en fait, que critique vraiment l'antispécisme. C'est que toutes les différences que vous brandissez, qui souvent n'existent pas d'ailleurs, ne fondent pas une supériorité des humains ou une existence des droits ou de l'égalité pour les autres animaux. Ariane Nicolas, en quelques secondes, et après on revient sur le projet de société. Je pense que vous soulignez en fait une question qui est aussi de philosophie politique, c'est-à-dire qui est autrui et est-ce qu'un animal peut être autrui Je pense par exemple à quelque chose que peut-être les auditeurs ne savent pas, mais que pour les antispécistes, tuer un animal, c'est un meurtre. Ce serait un animalcide, et donc, si je vous suis, aussi grave que tuer un être humain. Donc il faudrait le juger en justice, faire 15 ans de prison parce qu'on a tué une vache ou un cheval. Alors je ne sais pas exactement quelle serait la jurisprudence, mais c'est quelque chose de réel. On peut considérer que un animal n'est pas autrui parce qu'il ne me ressemble pas suffisamment. Je ne peux pas détester un animal, il est trop différent de moi. Même si on a envie, par exemple, de le respecter, même dans un monde où on dit qu'il ne faut pas tuer parce que c'est pas très bien, on ne peut pas considérer que les mécanismes de violence qui sont contre d'autres humains sont du même ressort que ceux qui visent les animaux. Victor Durand-Lepeuch, je sens que vous avez envie de répondre sur ce point, mais je vous en supplie, sur le projet de société, on vous écoute. Oui. En fait, souvent, on n'a pas le temps d'en arriver à cette partie-là parce qu'on doit faire face à des caricatures de misanthropie, les antispécistes sont des véganes, extrémistes, bobos. Enfin, voilà, la liste serait longue de toutes les caricatures qui sont faites régulièrement de l'antispécisme. Donc, je suis content que vous me donniez l'opportunité de dire qu'on a pensé aussi, on a commencé à penser le monde d'après. Ce qui était pointé dans les discours un peu plus tôt, c'est finalement
l'ampleur de l'écart entre le monde actuel et le monde qu'on appelle effectivement de nos voeux et de notre militantisme politique. C'est vrai qu'on en est loin en fait d'un monde d'égalité avec les autres animaux. C'est pas un argument pour dire qu'il faut pas aller dans cette direction et même commencer à y aller très vite. Mais c'est vrai que pour l'instant on est dans un système qui a servi des milliards d'individus d'autres espèces. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle plus souvent des souffrances que des plaisirs ou de l'égalité ou des relations intéressantes et enrichissantes et émancipatrices qu'on pourrait avoir, parce qu'effectivement ça semble une priorité. L'ampleur du carnage et des meurtres sont tellement importants. Je veux dire, pourquoi on a besoin de faire ce genre de distinction et parler de meurtre et non pas de mort? Justement parce que les discours renvoient la mort des animaux à quelque chose de naturel, de pas grave, comme on dit qu'on meurt de notre belle mort à la fin de notre vie, quand personne ne nous l'a volé et qu'on a pu profiter de belles années. Et en fait, c'est ça que fait le discours qui empêche de parler de meurtre pour le fait de voler la vie de quelqu'un. C'est de venir dire que mais c'est naturel, c'est normal. Donc on a besoin finalement de venir mettre les bons mots sur ces réalités terribles qui sont que on prive les animaux qui voulaient vivre dans leur adolescence de leur vie et que en fait on les tue contre leur gré. C'est un abattage, c'est un meurtre, c'est un assassinat. En fait, c'est juste les mots justes, mais très descriptifs, finalement très factuels, par rapport à ce qui se passe dans le spécisme. Vous êtes fort, Victor Durand-Lepeuch, parce que vous avez réussi à prendre un grand détour pour finalement répondre à ce que disait Ariane Nicolas. Réjeanne Sénac, quand on vous lit, quand on vous écoute, il y a un registre, un champ lexical qui revient énormément, c'est celui de l'amour, justement, que vous employez énormément pour décrire les relations qui devraient être celles qui lient les humains et les animaux. Pourquoi ce registre-là ? Alors, c'est vrai que je trouve que ça met à l'épreuve, et on l'a vu tout au long de l'émission, ça met à l'épreuve notre rapport à ce que c'est qu'être égaux, tout en étant différent, puisque je rappelle qu'en fait, l'égalité, l'opposition de l'égalité, c'est les inégalités, c'est pas la différence. Donc, la différence ne justifie pas les traitements injustes qui peuvent aller jusqu'à l'abattage. Donc là, ça nous amène à réfléchir à ce que c'est qu'être égaux, à prendre en compte des intérêts différents, et c'est ça la vie en société dans le pluralisme. Ça nous oblige à nous poser la question du rapport à la violence, du rapport à l'amour, puisqu'on dit aimer les animaux. On met en scène par exemple la corrida comme un moment d'amour de l'animal. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous met face à nos contradictions. Et moi, on m'a beaucoup dit qu'on n'avait pas forcément besoin d'aimer les animaux non humains pour les respecter. Vous avez parlé de respect. Mais c'est très intéressant en même temps que vous finissiez par le fait de revendiquer la légitimité de continuer à tuer. Et là, ça m'amène à penser à un philosophe, Achille Mbembe, qui parle de nécropouvoir, où on voit qu'en fait, on sait où est le pouvoir si on tire le fil de qui a le droit de tuer ou de laisser vivre. Et quand je vous entends, moi j'ai l'impression d'entendre ce qu'on a pu entendre sur les femmes, sur les personnes racisées, sur cette idée que notre pouvoir était celui-là. Et juste pour l'horizon, et vous avez raison, je parle beaucoup d'amour et de vie, parce que l'horizon des antispécistes, c'est une émancipation partagée, une vie partagée qui respecte les différences de situation et qui fasse en sorte que nos intérêts soient le moins en tension possible. Et donc qu'on vive dans une émancipation partagée. En quelques mots également, Nicolas, comment refonder, selon vous, cette fois-ci, la relation entre humains et animaux ? Oui, il y a évidemment des choses à réformer dans la façon dont notamment toute l'agro-industrie traite les animaux. Il y a des scandales qui sont absolument terribles sur la question de la souffrance animale, etc. Après, moi, je m'interroge, oui, effectivement, sur... D'ailleurs, c'est le sujet en fait beaucoup trop long, si vous voulez. Mais sur cette question du meurtre, moi, je m'interroge vraiment, si vous voulez, sur la mise en concurrence des humains et des animaux. Vous parliez d'humanisme au début de l'émission. Qu'est-ce qu'on va faire, effectivement ? Est-ce qu'il faut aller en prison parce qu'on va maltraiter les animaux ? Je veux dire, il faut être... Non, mais je sais, c'est déjà le cas, mais pas sur tous, justement. Et c'est pour ça qu'il y a... C'est tout le problème. Oui, c'est tout le problème. Mais est-ce que ça veut dire que tous les animaux doivent être exemptés de ce genre de considération ? Je pense que là, ça va créer des énormes tensions sociales et qu'il faut aussi les prendre en compte. Comme j'ai personnellement du moins trouvé ce débat un peu trop court, je vous propose que l'on reconsacre un nouvel épisode de Questions du soir dans les semaines qui viennent à cette question du lien entre antispécisme et humanisme avec vous trois, si vous en êtes d'accord. Victor Durand-Lepeuch, Réjeanne Sénac, Ariane Nicolas, merci encore une fois d'être venus discuter, débattre sur France Culture. Et merci également à Juliette Mouelic, Diane Devancey, Antoine Héral qui ont pensé et imaginé cette émission avec moi.